Monsieur Dominique Volton, c'est la deuxième fois que vous venez à l'Université Vytautas Magnus. Nous sommes actuellement à la bibliothèque universitaire de Leonidas Donskis, qui était le grand philosophe moderne lituanien. Il parlait français aussi. Donc il a apporté sa démocratisation dans la vie de artes liberales de l'université. Et pour cela, cette bibliothèque s'appelle la Bibliothèque universitaire des sciences politiques de Leonidas Donskis. Vous venez d'inaugurer un point focal du Hermès. Peut-être ça va prendre une certaine échelle régionale. Je parle des pays baltes et des pays nordiques, à fur et à mesure. Pour le moment, j'aimerais bien entendre votre avis en quoi le magazine Hermès pourrait contribuer à la vie scientifique francophone de la région, notamment de la Lituanie et des autres pays baltes. Alors d'abord, la revue Hermès, c'est une revue qui a été créée il y a 30 ans. On va publier le numéro 80, qui va faire un bilan donc, des 30 ans de recherche. C'est une revue francophone de recherche sur la communication au sens très large, plutôt de l'anthropologie. La revue s'intéresse à la communication entre les hommes, à la communication politique, la communication technique par Internet, les questions de l'Europe, de la mondialisation, c'est-à-dire ça examine toutes les questions de nos sociétés où la communication joue un rôle de plus en plus important. C'est une revue interdisciplinaire. Elle est largement tournée vers le monde extérieur et pas seulement du tout sur la France, et notamment sur l'Europe. Et sur la question de la diversité culturelle aussi. Et pour l'Europe, ce qui m'intéresse avec la revue Hermès, c'est non seulement de montrer comment l'Europe est une construction de cohabitation culturelle, mais surtout de ne pas rester dans l'Europe continentale. Et c'est pour ça que l'Europe du Nord et des pays baltes m'intéresse. C'est parce qu'il y a une très forte tradition intellectuelle, religieuse et politique dans l'Europe du Nord et dans les pays baltes, mais elle a été un peu méconnue parce qu'il y avait notamment le communisme pendant 60 ans. Donc, moi, je voudrais que la revue Hermès contribue à recréer de la recherche et des relations avec l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale et orientale et l'Europe du Nord. Et l'Europe du Nord, pourquoi? Parce qu'il y a à la fois de la religion catholique et de la religion protestante, et aussi parce que ce sont de très anciennes traditions intellectuelles qui, en fait, ne sont pas suffisamment valorisées. Donc, ne suffisamment pas valorisées dans l'Europe de l'Ouest. Donc, mon objectif avec l'ouverture de ce point de rencontre ici et ce bureau Hermès, c'est d'abord de montrer que la France s'intéresse à l'Europe du Nord du point de vue scientifique, et deuxièmement, de contribuer à intégrer, disons, la perspective, les traditions qui viennent des pays baltes. En quoi la francophonie et la pensée francophone ou française pourraient contribuer à l'enrichissement des sciences des pays baltes? Alors, il y a deux sortes de francophonie. Il y a une francophonie qui était liée à l'histoire de l'Empire colonial français, 1830-1960, et il y a une deuxième francophonie qui n'a rien à voir avec l'histoire coloniale, et qui est vivace notamment en Europe centrale et orientale et en Europe du Nord, et c'est le cas ici pour la Lituanie. Et moi je suis très sensible à cette deuxième francophonie, souvent que j'appelle la francosphère, c'est-à-dire la francophonie face au monde. Alors, quel est l'intérêt de la langue française à ce moment-là? C'est une langue de la politique, de la diplomatie, de la liberté individuelle, et c'est aussi une langue de l'amour. Et donc du coup, cette langue, je trouve qu'elle contribue à construire la diversité culturelle au niveau européen. La pire des choses pour l'Europe serait qu'il n'y ait plus qu'une seule langue, qui soit la langue anglaise. Donc il faut absolument valoriser la diversité linguistique, la francophonie, l'hispanophonie, la lusophonie, de telle sorte qu'il n'y ait pas que l'anglais. Et d'ailleurs, la bataille, elle dépasse la francophonie, puisque nous avons fait un numéro d'Hermès qui s'appelle les langues romanes, donc celles qui ont tout le latin comme origine. Et ça s'appelle langue romane, 1 milliard de locuteurs. Donc moi, je pense que la francophonie peut être un facteur de diversité culturelle, d'une manière différente d'aborder la politique, l'histoire, la culture, et qu'en même temps, derrière la francophonie, il y a toutes les langues romanes. Et je pense que ça devrait permettre également aux pays du nord de l'Europe de valoriser leur propre diversité linguistique. Donc c'est un échange de bons procédés. Ok. Passons maintenant à une discussion plutôt concernant côté scientifique
de la communication. Donc mon collègue Laura Sbellin va poser les questions. J'ai quelques questions pour vous. Pardon. Oui, la première question. Quels sont les problèmes du processus de communication aujourd'hui vous intéressent le plus? Disons que ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la communication humaine. Si vous voulez, le paradoxe en un siècle, c'est que dans les démocraties, il n'a jamais été aussi facile de communiquer, de se parler, d'avoir des relations affectives, professionnelles. Et la découverte de la liberté de la communication, c'est que c'est difficile de se comprendre. On se parle, on ne se comprend pas. Donc il y a à la fois beaucoup plus de liberté de la communication qu'il y a 150 ans et en même temps beaucoup plus de difficultés. Et face à ce premier phénomène qui est culturel et politique, il y a eu un incroyable progrès des techniques avec le téléphone, la radio, la télévision, Internet et les réseaux. Et il y a aujourd'hui une sorte de chassé-croisé entre une dévalorisation de la communication humaine et une survalorisation de la communication technique. Et moi je pense qu'un des objectifs scientifiques d'Hermès, c'est justement de renverser cet ordre des choses et de revaloriser la communication humaine par rapport à la communication technique, parce que c'est plus difficile de se comprendre entre les hommes que d'être sur Facebook, d'une part. Et d'autre part, notre objectif dans la revue Hermès, c'est aussi de valoriser la communication par rapport à l'information. Pourquoi? Parce que l'information, c'est plus simple que la communication, c'est un message, l'information. Je parle, c'est une idée, c'est un mot. Tandis que la communication, c'est automatiquement une relation. Et qui dit relation, dit naturellement altérité. Donc ce qui est intéressant dans la communication, c'est que ça s'occupe de l'altérité. Mais c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les réseaux, tout le monde aime beaucoup Internet, les réseaux, Facebook, parce que c'est que de l'information. Mais on ne se pose pas la question de la réception. Et moi je pense que plus il y a d'informations, plus la question de la réception devient importante, donc la question de la communication. Et donc aujourd'hui, nous avons passé une séance du colloque dans ces cadres, dans le cadre de la communication politique. Et donc, le professeur Laura Sbellin était modérateur de cette réunion. Donc lui, il a la question particulière sur un sujet de votre discussion. Oui, oui. Voilà. J'intéresse. Le problème de vacarme, oui, et silence. Vacarme. 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 Sont-elles importantes dans la communication moderne? Alors, le vacarme, il y a une dimension positive, c'est qu'autrefois, dans les dictatures, il n'y a pas de vacarme. C'est le silence. Oui. Le silence ou la langue de bois. Donc le vacarme est quand même toujours plus ou moins lié à la démocratisation, à la prise de parole, au fait que les gens s'expriment. Donc il y a un progrès dans le bruit, les débats et le vacarme. C'est sûr, c'est un progrès. Mais au bout d'un moment, quand il y a trop de bruit, on n'entend plus rien. Donc tout le problème pour l'Occident, ça va être de maîtriser la révolution technique. Tout le monde peut s'exprimer aujourd'hui, c'est sûr. Mais si tout le monde s'exprime, qui écoute? Et donc la question donc de la communication, donc de la réglementation se pose. Donc si on veut éviter le désordre, il faudra organiser un petit peu le vacarme. C'est-à-dire mettre des lois. Pour la presse écrite, il y en a. Pour la radio-télévision, il y en a. Mais il n'y a pas beaucoup de lois pour Internet. Donc il faut arriver à démocratiser Internet et à faire que Internet ne soit pas seulement pour une petite partie de la population, mais pour le plus grand nombre. Or aujourd'hui, tout le monde n'utilise pas Internet et il y a des gens qui n'ont pas envie d'Internet. Autrement dit, il ne faut pas présenter Internet comme étant l'accomplissement. C'est une technique. Avant, il y avait la radio, la télévision. Aujourd'hui, il y a Internet. Demain, il y aura d'autres techniques. Et le fond, l'essentiel de la communication, ce n'est jamais la technique. L'essentiel de la communication, c'est les hommes, les disputes, la paix et la guerre. Donc c'est ça la problématique de la vitesse et de lenteur dans la communication. Oui, parce que dans la difficulté de la communication, les êtres humains, quand on se parle, on a du mal à se comprendre. C'est très long, très lent. La force d'Internet, c'est que c'est très rapide. Donc du coup, il y a une espèce de contresens où on croit que la communication technique va aider la communication humaine. Et je crois qu'au bout d'un moment, c'est deux choses très différentes. La communication technique, c'est très bien pour les informations services, pour les bases et les banques de données.
c'est très bien, on obtient de l'information, du renseignement. Mais dès qu'il s'agit de l'amour, des sentiments, du dialogue entre les générations, des milieux sociaux différents, là il faut revenir à la communication humaine, c'est-à-dire se parler, manger, boire. Donc il n'y a pas de conflit entre les deux formes de communication, simplement la communication technique est beaucoup plus facile à réussir que la communication humaine. En France, il y avait les élections il y a un an, Oui. donc Emmanuel Macron est accédé au pouvoir suprême de la République. Et tout le monde en Europe, dans le monde, en Lituanie aussi, parle de l'effet de Macron. Donc l'effet de Macron, est-ce que vous supposez que c'est un effet communication, ou c'est un effet de base, quelqu'un qui va changer le monde? Alors je crois qu'il y a un peu les deux. Il y a d'abord un style Macron, parce qu'il est jeune, parce qu'il est très dynamique, parce qu'il bouscule un peu les traditions. Donc ça, c'était une dimension de communication, mais profonde. Et il y a l'autre chose qui est son action politique. Pour l'instant, les deux se superposent très bien. Mais si la politique de M. Macron n'est pas capable notamment de réduire les inégalités économiques et sociales, ou de donner le même bénéfice de la croissance pour tout le monde, il peut y avoir un désaccord. C'est à la fois, on reconnaîtrait à Macron qu'il est dynamique, jeune, mais on dirait finalement il n'a pas soit fait de la relance économique, soit réduit les inégalités. Donc, on ne peut pas réduire Macron à de la communication. Parce que de toute façon, après, les hommes font leur jugement politique et ils jugeront. Donc même si Macron pense qu'il peut faire que de la communication, il a aussi intérêt à faire de l'action politique, parce que c'est l'action politique qui est le plus important. Est-ce que, comme vous dites tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, le regard européen des pays baltes pourrait être intéressant pour le reste de l'Europe? Oui, parce que si vous voulez, il y a plusieurs traditions à l'Europe. Il y a d'abord une tradition de l'Europe du Sud, c'est-à-dire qui regarde la Méditerranée, qui est très important, parce que pour l'Espagne, la France, l'Italie, le vis-à-vis du sud de la Méditerranée, c'est très important. Il y a une autre partie de l'Europe où c'est une espèce de conflit entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, c'est une espèce de cœur historique. Il y a une troisième partie de l'Europe qui est l'ancienne Europe de l'Est et orientale, c'est-à-dire tout ce qui était sous le communisme, où il y avait une identité de Mitteleuropa. Et quatrième partie de l'Europe qui est très intéressante, mais pas suffisamment étudiée, c'est l'Europe du Nord, avec les pays baltes. C'est-à-dire que la Scandinavie et les pays baltes, et encore moins les pays baltes parce qu'ils étaient communistes, c'est une autre manière de voir l'histoire, la politique, la culture. Et si on veut vraiment qu'il y ait un patrimoine culturel commun à l'Europe, alors il faut réintégrer dans l'espace politique européen les traditions des pays baltes. D'abord, c'est des petits pays avec une forte identité culturelle, linguistique, religieuse, qui ont une très grande autonomie entre eux. Et donc, par conséquent, je pense que ça apprendrait beaucoup de choses sur l'Europe, pour l'Europe du Sud et pour l'Europe centrale et orientale. De toute façon, si on veut faire l'Europe, on doit tenir compte des différentes traditions. Et la tradition très riche des pays de l'Europe du Nord, qu'on ne connaît pas assez. Et donc la culture européenne, sans la langue française, sans la francophonie, est handicap. Donc oui, ça veut dire... Oui, mais il n'y a pas seulement... Il y a plusieurs... La francophonie fait partie de la tradition européenne, et d'ailleurs ici, quand on est en Europe du Nord ou en Europe de l'Est, il y a une demande de francophonie qui est forte. Et à l'inverse, il faudra défendre les langues de l'Europe centrale et orientale, le hongrois, le finnois, etc., parce que ce sont des langues qui font partie de la diversité culturelle européenne. La difficulté de l'Europe, c'est qu'elle réunit des peuples, et pas des individus. Et les peuples, ils ont tous leur langue et leur culture. Et on ne peut pas faire l'Europe si on ne tient pas compte de la diversité culturelle et linguistique. Donc, il va falloir qu'on augmente le nombre de langues apprises. Par exemple, il faudrait qu'un petit Européen apprenne 3 langues, sa langue à lui et 2 autres langues. Il va falloir favoriser les échanges. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pourra construire l'Europe que si on maintient toutes les langues. C'est pas facile, mais c'est un défi démocratique. En tant qu'éditeur, le créateur d'abord, fondateur du magazine Hermès, en quoi vous voyez le rôle de Hermès dans cette mission
de la marche de Lituanie concrètement ou de la région balte vers l'Europe? Eh bien moi je voudrais bien, de même qu'on a ouvert un bureau d'Hermès dans le Maghreb, qu'on en a ouvert en Europe centrale et orientale, je voudrais bien ouvrir un bureau d'Hermès dans le nord de l'Europe. D'abord pour attirer l'attention sur mes collègues, dire attention, les pays baltes c'est très important. Parce que pour nous, l'Europe occidentale, la Pologne prend beaucoup de place. Et on ne comprend pas que derrière la Pologne, il y a encore une tradition intellectuelle et politique qui, certes, il y a moins d'habitants, mais l'importance de l'identité est forte. Et moi, j'ai envie de dire, l'Europe ne s'arrête pas à la Pologne. Et d'ailleurs, Vilnius, ici, on est dans la zone euro, ce qui est quand même formidable. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a une tradition, et surtout que l'Europe du Nord et des pays baltes apportent quelque chose. Pas seulement en termes de climat et de géographie, mais en termes d'histoire, de mentalité. Et je pense que ça peut être très utile à l'Europe. Donc, comme toujours, dans une construction politique comme l'Europe, où il y a 28 pays et 500 millions d'habitants, il y a des inégalités. Disons qu'actuellement, je trouve qu'il y a une inégalité au détriment des pays baltes. Vous, dans un de vos livres, vous avez mentionné que communiquer, c'est vivre. Oui. Je voudrais poser la question concernant l'éthique de communication en large sens. Ça veut dire les communications imprimées, les communications Internet, les communications verbales, orales, etc. Le théâtre, le cinéma et tout ça. Et puisque vous êtes président du structure de l'éthique des médias en France, en quoi vous pourriez considérer que l'éthique des médias en Europe est dans un certain impact? Oui, parce que, comment dirais-je, il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas la diversité linguistique. Il y a des grands groupes de langues comme l'espagnol, comme le français, comme l'italien. Il faut valoriser ça, et y compris les petites langues, comme les langues où il y a peu de locuteurs, comme les lituaniens. Parce que derrière les langues, il y a des cultures, il y a des traditions. Et l'Europe du Nord, elle fait partie de la construction de l'Europe. Donc si on veut que les peuples se retrouvent dans l'Europe, alors il faut qu'ils aient leur place dans leur histoire dans l'Europe. Il ne s'agit pas qu'il y ait une Europe commune, il ne s'agit pas qu'il y ait une histoire commune de l'Europe, c'est impossible, mais qu'on laisse les Lituaniens, les Espagnols, les Français expliquer quelle était leur vision de l'Europe. Et c'est dans ce patrimoine commun d'une histoire qu'on va pouvoir revisiter, qu'on va pouvoir se sentir plus fort entre nous les Européens et pour avancer. Si vous voulez, pour l'instant, on a fait l'Europe de l'économie, on fait un tout petit peu l'Europe de la politique. Heureusement qu'on n'a pas fait l'Europe de la culture, parce qu'on se serait disputé. Mais la première Europe de la culture, ce sera qu'on discute de toutes les différences qu'il y a entre nous. Mais l'Europe des sciences, et donc les sciences côté francophone, pourrait être un point fort. Vous avez raison. Voilà. Le problème, c'est que les scientifiques, hélas, aujourd'hui, ne sont pas très intéressés par la diversité linguistique, ils sont plutôt intéressés par l'anglais, parce que comme la langue anglaise est la première langue mondiale, ils considèrent qu'il faut être dans la langue anglaise. Et moi, j'ai dit non, vous pouvez être dans la langue anglaise pour une partie de votre travail, mais après, il ne faut pas oublier que vous êtes un espagnol, un letton, un lituanien, un italien. Et les sciences avancent avec les identités culturelles. Si vous voulez, en matière de communication, on vient de vivre 30 ans de simplification avec Internet. Et donc, on a l'idée un peu stupide que si tout le monde parle anglais, que si tout le monde est sur Internet, il y aura plus d'égalité. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'égalité devant Internet, il n'y a pas d'égalité devant l'anglais. Donc il faut à la fois avoir évidemment un peu d'Internet, un peu d'utilisation d'anglais, mais il faut surtout développer les langues nationales. Pour l'Europe, la traduction, c'est une condition sine qua non de la paix. Donc cette ouverture du point du Hermès, également de vos livres, peut contribuer à la naissance d'une ère francophone scientifique. Bien sûr. Et surtout d'une ère francophone qui viendra de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Nord, qui n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Autrement dit, on redécouvre que la francophonie, ce que j'appelle la francosphère, cette francophonie face à la mondialisation, elle permet de ramasser des gens qui sont partout intéressés par la politique, la démocratie. En fait, la spécificité de la langue française, c'est quand même une langue qui est très tournée vers la politique. Et comme avec la mondialisation, on retrouve la politique, c'est une langue ça peut être une des langues de la politique. Pas la seule, mais une des langues. Merci Dominique Holton. Nous étions ensemble avec Dominique Holton
directeur du Centre national de recherche scientifique, fondateur du magazine Hermès, et grand communicateur et ami de l'université Vytautas Magnus. C'est la deuxième fois qu'il a rendu visite à notre université. Et nous, professeur Lauras Belinis et moi, Saulus Mykolunas, de faculté de sciences politiques, nous sommes heureux de vous avoir accueilli à cette bibliothèque de l'université Vytautas Magnus. Merci. Écoutez, moi, je suis très content d'avoir donné ce fonds Hermès à cette université, très content d'y contribuer et surtout de continuer à développer les études francophones et les études de la francophonie face au monde. Voilà. Merci beaucoup.